Déjà, moi, je voulais le remercier de m'avoir invité. Alors, c'est un peu prétentieux de dire que je suis le spécialiste. Bon. Mais ça fait quand même 25 ans que je m'intéresse à votre histoire, on va dire, parce que vu la moyenne d'âge, excusez-moi, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose. Mais parce que on est en pleine terre d'expulsés, donc moi je vais raconter une histoire générale des expulsés et de mettre ça en perspective et d'expliquer les raisons, comment ça s'est passé, parce que ça dépend la date, ça dépend, il y a différents motifs. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, loin s'en faut. Je crois que chaque expulsé a son histoire et la difficulté c'est effectivement de synthétiser tout ça. Donc c'est ce que je vais essayer de faire un peu maintenant. J'espère que vous y retrouverez certains de vos souvenirs, même si vous ne vous verrez pas en photo. Hein. Ça c'est sûr. Hein. À moins que ça soit un hasard. Donc effectivement, moi j'ai travaillé sur le sujet il y a déjà longtemps, parce que je suis déjà en pleine, moi je dois être en ma 15e ouvrage. Cet ouvrage-là, je l'ai écrit il y a déjà 10 ans. C'est vrai qu'apparemment c'est le livre de référence sur les expulsés. À la suite de ça, on avait édité un livre qu'avec des photos. Ces trois livres-là, de toute façon, ils sont épuisés, donc vous ne les trouverez pas là. Et après, je me suis plus intéressé aussi, en lien avec les expulsions, au drame de deux villages, celui de Charly, près de Metz, de Montois-Florville. Parce que ils ont été liés à la grande histoire, puisqu'ils se sont retrouvés à Ouadour-sur-Glane. J'en parlais un petit peu. Donc, moi j'ai pas de papier, j'espère que je vais raconter de bêtises, en plus avec les historiens confirmés, M. Ast qui est là. Je vais essayer de... Bon, j'espère juste que vous m'entendez, parce qu'il n'y a pas de micro, mais moi j'ai une grosse voix, ça va? Vous n'entendez pas? Non. Ça va pas crier, je ne sais pas quoi faire. Si vous voulez, je vais essayer, mais bon. Oui, essaye, voilà. Ça va mieux? Oui. Alors, l'histoire, en fait, pour comprendre l'histoire des expulsés, il faut évoquer l'annexion, évidemment. On ne va pas tout de suite rentrer dans l'histoire des expulsés. Et cette annexion, elle commence tout de suite au mois de juin 1940. Bon, cette photo elle a été prise à Metz. Je ne peux pas vous donner exactement la lettre, mais elle est très symbolique à l'entrée des Allemands à Metz, qui a eu lieu le 17 juin 1940. Et dès le 17 juin, en fait, il y a des gestes très forts. Hein. Bon, ils mettent le drapeau sur la cathédrale, ils mettent aux arrêts le préfet Charles Bourrat, qui va avoir un rôle important pour les expulsés. Hein. Mais c'est un geste très fort, c'est-à-dire que le représentant de la République française, tout de suite, est mis aux arrêts, avant l'armistice. C'est-à-dire que dans leur bagage, les Allemands, ils savaient qu'ils allaient ou qu'ils voulaient réannexer des vieilles terres qu'ils considéraient comme les leurs, où ils considéraient qu'il y avait du sang allemand. Alors, le 22 juin, un armistice est signé. En théorie, l'Alsace et la Moselle, elle aurait dû être de la zone occupée. Ça, c'est la théorie. Mais effectivement, les Allemands ont tout de suite considéré, comme je vous l'ai dit là, qu'on était une vieille terre allemande. Alors ils remontaient très loin, hein, souvent on fait référence à la première annexion, mais eux ils allaient jusqu'à Charlemagne, quoi, au découpage de l'Empire carolingien, hein, en disant que effectivement l'Alsace-Lorraine était une vieille terre germaine. Hein, et ils estimaient que les 20 ans qui avaient séparé, où on était séparés des Allemands, c'était vraiment une parenthèse, quelque chose qu'il fallait gommer, hein, et très rapidement. Alors, donc, en fait, dans la convention d'armistice du 22 juin, il n'y avait aucune clause qui parlait d'Alsace-Moselle. C'est pour ça qu'on parle aussi, moi il n'y a pas que pour ça, il n'y a jamais eu de traité qui a été signé entre la France et l'Allemagne pendant ce conflit-là. C'est pour ça qu'on parle d'annexion de fait, parce que légalement, on était français. Quoi. Mais ça, c'est du droit.
Mais pour les gens, en fait, ils ont tout de suite bien compris que du jour au lendemain, tout changeait, qu'on était rattaché à l'Allemagne. Et c'est ce qui s'est passé. Dès le mois de juillet 1940, les policiers allemands se sont rétablis sur la frontière, l'ancienne frontière de 1861. Et au mois de novembre, le 30 novembre, 1er décembre 1940, officiellement, on a été rattaché, la Moselle a été rattachée à la Sarre et au Palatinat pour former la région du Westmark, c'est-à-dire les marches de l'Ouest, donc la frontière est là. Et on voit déjà qu'il y a une grosse différence avec ce qui s'est passé en 71. On a été séparés de l'Alsace. Ils n'ont pas voulu refaire le Reichsland Alsace-Lorraine. Et donc on va avoir, c'est le titre d'un de mes livres, on va avoir une histoire parallèle avec les Alsaciens. Il y a quand même des différences, notamment les expulsés, c'est plutôt un problème mosellan qu'alsacien. Alors, il va y avoir une capitale administrative qui ne va pas être Metz, mais Saarbrück, et une capitale politique, parce qu'il y avait les deux administrations qui étaient Neustadt et Weinachstraße, donc le Palatinat. Vous, c'est vous, Château Salat, ça veut dire là, je pense. Donc ça a été immédiatement germanisé. Il faut, à la tête de ce Gaulle, il y avait donc un responsable, un Gaulle Light, qui était instituteur comme moi. Ça ne veut pas dire qu'on est tous nazis de les instituteurs. Mais parce que lui, c'était un nazi, parce qu'il faut faire une différence. Moi, dans mes recherches, j'ai quand même compris qu'il pouvait être allemand sans être nazi. À Godange, par exemple, il y avait un maire sarrois qui a été un maire allemand, mais je ne pense pas un nazi. Quoi. Il n'a pas fait un très bon administrateur, mais lui, c'était un nazi. Ça, c'est un problème, c'est un ami personnel d'Hitler. C'était un spécialiste des annexions. Il avait déjà, c'est lui qui avait organisé le plébiscite de la Sarre en 1935, c'est lui qui avait participé à l'annexion de l'Autriche avec l'Anschluss, et donc on l'avait mis en place vraiment en Moselle parce qu'il avait comme ordre de Hitler de faire en sorte que la Moselle devienne ou redevienne une terre allemande au bout de 10 ans. Mais il y avait une espèce de concurrence entre les deux Gauleiter, le Gauleiter Wagner en Alsace et puis le Gauleiter Bürkel en Moselle, et là, vous voulez aller plus vite que l'autre. Et donc, ils ont été, leur politique a été très très sévère. Quoi. Et en fait, c'est responsable de tous les maux de nos élèves. Alors, l'expulsion s'inscrit dans le prolongement en fait, de la germanisation. Là aussi, c'est une énorme différence avec ce qui s'est passé pendant la première annexion. La première annexion, les Allemands, ils ont mis 45 ans ou 44 ans pour germaniser. Dans le secteur, dans les villages autour de Metz, on a germanisé comme 1915. Alors que là, ça a été très systématique, très rapide. Au bout de 2 mois, tout était germanisé. C'est-à-dire que tout ce qui était français devait disparaître. C'est ce que représente l'affiche. Un valet, qui est tenu évidemment par les Allemands, qui chasse tous les symboles français. Elle est vraiment très très pédagogique cette affiche. Dehors de tout ce mauvais bric-à-brac. Donc tous les symboles de la République. Et nous, vous savez très bien qu'il y a aussi un symbole qui est très fort, c'est ça. C'est-à-dire le béret. Puisque le béret était considéré comme une coiffure typiquement française qui, pour les Allemands, obscurcissait l'esprit. Donc elle était interdite en Moselle. Et le fait de la porter, c'était un signe de résistance, en tout cas d'affirmation de vouloir rester français. Quoi. Ce qui fait que, par exemple, quand on portait le béret bas, c'est quand on croisait une DSA, souvent on se faisait bastonner. Et ça, donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour les enfants. Moi, comment des fois on appelle les écoles chez nous, on insiste beaucoup là-dessus parce que c'est des choses qu'ils ont du mal à imaginer. Quoi. Donc pendant l'été 40, ça a été leur premier souci, ça a été de gommer tout ce qui était français. Donc c'est relativement facile. Changer une plaque de rue, alors, on mettait des Adolf Hitler Strasse partout, la rue principale. Changer une entrée de patelin, donc ici c'était Salzburger. Donc
tous les noms des patelins avaient changé, à part Gravelotte peut-être, parce que Gravelotte c'était une victoire allemande dès 1870. Hein. Mais et ça, c'est donc le paysage a été transformé en paysage allemand. Et vraiment très rapidement. Évidemment, alors, à la rentrée scolaire d'octobre 1940, il n'y avait plus un seul livre français sur les tables. Il y avait même les Allemands, ils avaient prévu le coup, il y avait une revue spécialement pour les Mosellans qui s'appelait d'abord Wir lernen Deutsch, qui est devenue Wir sprechen Deutsch. Donc c'est une revue pédagogique qui n'existait qu'en Moselle. Et il y a toute une collection de livres pour les écoles qui ont été faits spécialement pour les Mosellans. Donc il y a eu des autodafés qui ont été faits de livres où souvent les instituteurs ou les curés ils réussissaient à camoufler les livres, mais ça a été vraiment une volonté de germaniser la plaine, comme on disait, et ça a été vraiment, je dis, la grosse différence entre 70, ça a été vraiment fait brutalement, systématiquement et très 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 rapidement. Donc, germaniser la plaine, on va dire, ça a été fait, c'était relativement facile, mais Bürkel, et c'est là aussi une grosse différence avec Wagner, il voulait aussi germaniser les cœurs. Et il a estimé très rapidement que parmi la population, il y avait des gens qui n'étaient non germanisables, indésirables à la française. Et c'est cela qu'on va expulser. Mais on va les expulser. Bon, il y a eu plusieurs phases on a repéré, on sait pourquoi, on sait comment ça s'est passé, et c'est un peu ce que je vais vous expliquer maintenant. Mais ça a été vraiment une politique d'épuration. Hein. On ne va pas dire épuration ethnique, qui a été un mot à la mode, mais d'épuration. Alors que par exemple Wagner, lui, il n'a pas fait ça, lui, il a fait une politique d'éducation. L'éducation, c'est l'éducation par la force, hein, c'est-à-dire c'est Schirmeck. Hein. Mais là, Bürkel, lui, il a dit non, il y a des gens ici en Moselle qui ne seront jamais des Allemands, ils ne voudront jamais être des Allemands, on va les mettre à la porte. Alors ça commence dès l'été 1940. Parce que vous, évidemment, vous êtes surtout concernés par les expulsions du mois de novembre. Mais il y en a eu avant. Alors les premiers qu'on a expulsés, alors d'abord ça a été quelques personnes. Mais c'était dans l'ordre plus que moi du symbole. C'est-à-dire que la famille de Vadal est revenue à Alliange au mois de juillet 1940. Et ils ont été évidemment mal accueillis. Et on leur a dit, vous avez 3 jours pour partir. Hein, donc, mais c'était... la famille de Vadal était, pendant la première annexion, a été un noyau de résistance à la germanisation. Hein, donc, évidemment, on n'allait pas les laisser là. C'était des patrons considérés comme des patrons français. Hein, et puis en plus, dans notre région, qui est une région sidérurgique, la plupart des usines, c'était finalement des Allemands de la première annexion qui les avaient implantées, sauf les Vadal. Les Vadal, c'était plus vieux que la première annexion. Hein, et donc, eux, ça a été les premiers à devoir partir. Les amis à la porte. Dans l'ordre aussi du symbole, celui qui a succédé au patron du fer, ça a été donc le préfet Charles Bouvin qu'on avait donc arrêté là, quand les Allemands sont arrivés, au mois de juin, le 17 juin, et le 9 août 1940, là aussi on l'a mis à la porte. On l'a remplacé par un Landrat, donc un administratif allemand qui venait de Hautevillers, et en Sarre. Et lui, on l'a donc mis à la porte et il s'est présenté, donc il a été dans le sud de la France, il s'est présenté à Vichy. On ne savait pas trop quoi faire de ce préfet-là, qui était quand même un préfet français. D'abord, on a voulu le mettre à la retraite, et puis après, on lui a donné des fonctions. Symboliquement, symbolique, ça a été plus que symbolique, mais au départ c'était symbolique parce qu'on ne savait pas qu'il y aurait les expulsions de novembre. Et au mois d'octobre, on l'a nommé préfet chargé des Alsaciens mosellans qui se retrouvaient en zone sud. Et lui, il s'est installé à Montauban. Et en fait, les expulsés, quand ils ont fait des démarches administratives, souvent, ils s'adressaient au préfet Bouvard qui était installé à Montauban. Donc il a joué un rôle très très important pour la communauté expulsée. Et les premiers expulsés,
ça s'est passé comme ça en fait. Il y a eu un avis qui n'a pas, apparemment, qui n'a pas été généralisé à toute la Moselle, qui on a trouvé ces avis dans les vallées usinières, donc la vallée de la Finche, la vallée de l'Orne, et aussi dans le secteur de Sarrebourg. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit déjà les populations qui étaient visées. C'est-à-dire les Juifs. Voilà, la version française, c'est quand même plus facile. Les Juifs, les Français de l'intérieur, les Asiatiques et les Africains. Donc, les Juifs, évidemment, ça correspondait à l'idéologie nazie, il ne fallait plus qu'il y ait de Juifs ici. Et il n'y en avait plus beaucoup. À la communauté juive en Moselle, c'était à peu près 8500 personnes avant la guerre, et la plupart avaient anticipé l'arrivée des Allemands. C'est-à-dire qu'ils étaient partis pendant même déjà avant 1939, et les derniers pendant l'Exode. Par exemple, un chiffre, il y a eu à peu près 2700 juifs qui ont été mosellans, qui ont été exterminés dans les camps de concentration. Il y en a seulement 8 qui ont été pris en Moselle. Donc ils ont été tous pris à l'intérieur. Bon, les Français de l'intérieur, c'est une expression qu'on utilise encore maintenant, hein. Et ceux de l'intérieur, en fait, c'est ceux qui ne sont pas les Français qui ne sont pas nés en Alsace et en Moselle. Donc, comme il y a effectivement, pendant l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup de gens, notamment dans l'administration, notamment aussi dans les postes, dans les usines, vous avez souvent des postes à responsabilité, ça a fait poser des problèmes, mais tous ces gens-là, ils étaient venus de l'intérieur pour travailler, hein, parce qu'il fallait refranciser aussi la Moselle, et ils ont été pratiquement systématiquement expulsés, pas tellement au mois de juillet, parce que ça va surtout. Mais alors là, on leur demandait en fait de partir. Hein. C'est à dire, si vous lisez bien, hein, ces gens-là, ils avaient 3 jours pour partir, avec 3 kilos de bagages, comme ça. C'est-à-dire que c'était presque un acte volontaire. Alors, les Allemands, ils ont affirmé leur volonté que ces gens-là, on les voulait plus en Moselle, on leur demandait de partir. Et il y en a eu un peu plus d'un millier comme ça, qui ont effectivement profité, qui ont suivi l'ordre. Hein, alors ça pouvait être, par exemple, moi je connais l'histoire d'une institutrice qui était à Moyenvre. Elle était française de l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses bagages, elle a traversé la frontière, elle s'est installée à Geoff. Donc c'est juste de l'autre côté. Elle était en France. Alors, mais c'est pas encore là, on n'est pas venu les chercher, quoi. Hein, c'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est déjà des prémices. Hein, parce que toutes ces catégories-là, ça va être les premiers à être expulsés pendant l'été 1940, à partir du moment. Alors, parce qu'effectivement, il va y avoir une manifestation. Alors moi, je reste prudent. Hein, il y a la manifestation du 15 août 1940 sur la place Saint-Jacques. Hein, donc on avait sur cette place, pendant l'entre-deux-guerres, on avait une colonne mariale, hein, parce que la ville de Metz n'avait pas été bombardée pendant la guerre de 14. Hein. Donc c'était un suivi de Monseigneur Pelt. Et donc il y avait vraiment une habitude de... Il y avait une habitude, donc c'était une fête qui était très suivie hein, avant la guerre, et elle n'a pas eu cours en 39-40. Il n'y a pas eu de fête, de cérémonie autour de cette colonne pendant la drôle de guerre, et malgré tout, il y a eu un rassemblement spontané. Je dis bien, c'est spontané. Les gens sont venus spontanément autour de cette colonne. Et alors après, je pense que c'est de l'ordre du mythe. On a dit qu'on a agencé les fleurs pour que ça fasse un grand parterre de bleu rouge. Alors, vu les photos qu'on a pu trouver, je peux vous dire, ça fait pas bleu rouge. Ça fait pas foncé, clair, foncé, impossible. Et puis les Allemands, ils n'auraient jamais toléré. Ce que j'ai expliqué, là, vous avez c'est des policiers qui sont là. Donc ils n'auraient jamais toléré. Par contre, il est vrai que de nombreux témoignages, même les Allemands, j'ai trouvé un rapport, notamment la veille, il y a eu des fleurs avec des rubans bleu, blanc, rouge, il y a eu des bouquets bleu, blanc, rouge. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais
maintenant, on dit qu'effectivement, ça a été une grande. Alors là, il peut y avoir débat. On dit que c'est la première manifestation patriotique qui a eu lieu en Moselle. Alors, moi, je suis en train de travailler là-dessus. Je pense, avant tout, ça a été un moment de foi avant d'être dans un acte patriotique. On a voulu affirmer surtout sa foi. Les Allemands ont toléré cette manifestation. Mais elle est en lien indirect avec les expulsions, parce que souvent, maintenant, j'espère qu'on le dira de moins en moins, on a dit que c'était à cause de cette manifestation qu'il y a eu les expulsions à partir du 16 août 1940, notamment de Monseigneur Heinz, l'évêque de Metz. Je peux vous affirmer que c'est complètement faux, que ça a certainement été un prétexte, mais qu'il existe déjà des notes qui datent du 2 juillet 1940, disant qu'on ne pourra pas laisser un évêque français en Moselle. C'est impossible. L'évêque, Monseigneur Heinz, il est un français, un ancien combattant, il était évêque de Reims. Donc, les Allemands pour eux, c'est impossible de laisser un évêque français sur une terre qu'ils considèrent comme allemande. En plus, ils vont même plus loin dans cette note, ils disent « Et souvenez-vous de ce que les Français ils ont fait en 1919 ». C'est-à-dire que les Français n'avaient pas toléré un évêque allemand sur une terre qui est redevenue française. Alors ils disent « c'est pas un acte de vengeance, mais c'est... Donc c'était déjà prévu. Il n'empêche que le lendemain de la manifestation du 15 août, le 16 août, donc, les Allemands sont venus chercher l'évêque et ils l'ont reconduit jusqu'à la ligne de démarcation. Et que le 16 août commence une grosse vague d'expulsions à Metz et dans toute la Moselle. Et là aussi, cette première vague d'expulsion, elle est très ciblée. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est impossible que la décision elle soit prise dans la nuit du 15 au 16 août. Les Allemands sont venus, là, pendant l'été 1940, chez les gens, ils savaient qu'ils voulaient expulser, ils avaient des listes objectives pour eux. Donc ils avaient eu des renseignements, il y avait toute une organisation qui avait été mise en place, des notifications qui étaient imprimées, donc vous imaginez bien que c'était tout à fait organisé et que ça ne s'est pas fait dans la précipitation. Donc c'est pas, je veux dire, la manifestation du 15 août, ça a peut-être été un prétexte, mais c'est certainement pas la raison pour laquelle on a expulsé les gens. La raison pour laquelle on a expulsé les gens, c'est parce que, effectivement, Durkheim a estimé qu'il y avait des gens qui étaient non germanisables. Et on reprend les mêmes catégories que précédemment, c'est-à-dire les Juifs, les Français d'intérieur, les Asiatiques, les Africains, mais aussi tous les membres d'associations comme le Souvenir français, les membres d'associations comme la Renaissance française. Il y avait une association qui s'appelait l'association des Malgré nous, mais des Malgré nous de 14, donc des gens qui ne se reconnaissaient pas soldats allemands. Et ceux-là, on les a expulsés. Alors, on a expulsé aussi les communistes, on a expulsé les Romain Michel, les gens du voyage. Et ceux-là, donc il y a eu des listes qui étaient relativement faciles à faire. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont trouvé des archives. Pour les communistes avaient été listés par la police française. Et quand ils sont arrivés, les Allemands, ils avaient tous les listes des membres du Parti communiste. Pour le Souvenir français, ceux qui sont un peu bibliophiles, là, il y avait un livre qui s'appelle le Livre d'or du Souvenir français. Vous aviez tous les noms, tous les membres des sections du Souvenir français. Alors, il y en a qui étaient morts. Hein. Bon, par exemple, ils sont venus chercher l'abbé Ritz, qui était donc le responsable du journal Le Lorrain. Bon, mais il était mort en 1939. Quoi. Mais ils sont venus chercher. Quoi. Donc ça a été vraiment très ciblé. Alors, ceux qui avaient organisé ces expulsions, c'est la Gestapo, c'est le service du SD. C'est pas eux c'est eux qui ont fait les listes, c'est eux qui étaient les donneurs d'ordre, mais ceux qui ont vraiment été chercher les gens, ce sont les chupots, c'est-à-dire des gens, ce qu'on appelle des policiers en uniforme, qui avaient un casque noir. Et souvent, quand on discute avec les gens, ils disent oh, c'est les SS qui sont venus nous chercher. C'est pas vrai, c'est pas les SS, ils n'ont pas participé. Mais c'est vrai qu'il pouvait y avoir confusion, quoi, parce qu'ils avaient les mêmes casques
ils avaient le même moment, je crois que dans les gens, ils ne faisaient pas trop la différence, quoi. Ah, ils voyaient un casque noir avec une croix gammée, c'était les SS, ils étaient, à part les officiers qui étaient effectivement dans les Gestapo, c'était effectivement ceux qui sont venus les chercher, c'était des gendarmes, des policiers en uniforme. Alors les gens, pendant cet été 1900, donc les expulsions commencent le 16 août, elles finissent le 18 septembre, c'est la deuxième vague d'expulsion. Les chupauds, comment ça se passe? Les chupauds, ils vont à la maison, dans les maisons, ils toquent, ils disent voilà, ils leur donnent une notification, un Mitteilung, qui leur dit voilà, alors, vous devez quitter la Moselle, vous devez partir, vous avez le droit à 50 kilos de bagages pour les adultes, 30 kilos pour les enfants, et 2000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Je suis bien d'accord quand les gens me disent mais nous, on n'a jamais pu prendre ça, ou on n'a jamais pris ça. Surtout pendant l'été 1940, je suis bien d'accord. Surtout que là, pendant cette première phase d'expulsion, les gens n'avaient pas été prévenus, ils ne savaient pas qu'ils allaient être expulsés. C'est une des différences de ce qui va se passer en mois de novembre. Ça s'est fait dans la panique. Les gens avaient généralement une demi-heure à 2 heures pour se préparer. Des fois, le papa, il était au boulot. Donc la mère, il faut imaginer, qu'est-ce que je prends? Alors on leur disait qu'il fallait prendre un peu de nourriture parce qu'il y avait un voyage à faire. Alors tous les gens avaient peur de partir, pas en France, mais en Allemagne. Donc ça a été vraiment un moment dramatique au moment où ça a été vécu, parce que là, ça a été vraiment fait dans la panique. En plus, quand vous prépariez vos affaires, il y avait le policier qui restait à côté. Donc, vous imaginez les conditions qui étaient vraiment dramatiques. Alors, les gens étaient embarqués soit dans des voitures, soit dans des bus. Voilà, un genre de bus qu'il y avait. Donc, c'était des bus de 30-35 personnes. Et ceux de l'été 1940, ils ont été tous emmenés à la gare de marchandises de Metz. Donc, c'est là où il y a actuellement le centre Pompidou. Donc ils ont embarqué en général dans des trains de troisième classe, donc avec la confort, mais ça c'était pas trop. Donc après vous avez des anecdotes, les gens me racontent des choses sur le confort du train, mais c'était pas le plus important. Je crois que surtout il y a eu dans ces premiers trains, c'était vraiment la crainte. Les gens avaient peur. Ils ont eu peur de partir effectivement en Allemagne. Et ils ont été rassurés au fur et à mesure du voyage, quand ils ont passé Nancy. Donc les gens racontent souvent qu'au début du voyage, il y avait un lent silence dans les trains. Parce qu'il y avait cette peur qui les saisissait. Et donc ils avaient vraiment... Bon, on leur a dit qu'ils allaient vers la France, mais est-ce qu'on pouvait avoir confiance en ces Allemands? Alors, pendant qu'eux étaient chargés dans des trains, les Allemands revenaient dans les maisons et ils saisisient les biens. Ils étaient maisons évacuées. Et les biens des expulsés, ça va être vrai après en novembre et tout ça, étaient considérés comme des biens ennemis qui vont être saisis par l'État allemand et qui vont être souvent, déjà ils vont se servir, après ils vont les vendre. Alors le voyage, je vous ai dit, au début ça a été assez dramatique, et après, une fois qu'on avait passé la ligne de démarcation, qu'on se retrouvait à Mâcon, là il y a eu des moments de liesse qui se sont retrouvés après, en mois de novembre aussi. Vous avez vu, après vous avez vécu la même chose. Mais déjà là, il y avait par exemple des gens qui avaient caché sur eux des drapeaux, notamment du souvenir français, parce qu'ils allaient être détruits sinon. Et c'est au moment, après la ligne de démarcation, que ces gens-là, ils ont sorti les drapeaux, ils ont retourné la Marseillaise, parce que la France les accueillait, quoi. Et que c'était le soulagement, ils n'allaient pas vers l'Allemagne. Mais, bon, il y a eu même effectivement, ça c'était vrai aussi en novembre, ils ont eu les honneurs de la garde, quoi. Quand les trains sont passés, il y avait effectivement, c'était la France qui les accueillait, quoi. Donc les soldats qui... quand les trains passent. Et les trains sont arrivés à la gare de Lyon-Brotteaux. Donc, et dans cette deuxième vague d'expulsion, comme elle n'était pas annoncée,